la journée, donc on fera peut-être un jour, peut-être. Mais aujourd'hui, on va laisser parler d'un projet très très innovant, très intéressant autour du développement du jeune joueur. Je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci Julien pour l'invitation. Donc sur ces quelques diapositives, moi je vais vous exposer l'effet de l'âge chronologique, on va dire quelque part de la date de naissance, sur la réussite du sportif. Donc dans ce cadre-là, l'effet narratif, bon déjà on voit une petite image des différences morphologiques qu'on peut avoir sur les terrains entre deux aspects. Un, en fonction, je suis né en début d'année ou je suis né en fin d'année. Donc clairement un obstacle d'être né en fin d'année et finalement l'avantage substantiel d'être né en début d'année. Donc derrière ça, on sait que déjà il y a pas mal de papiers qui sont sortis, d'articles, pas forcément tous complètement scientifiques, mais puisqu'on travaille sur quelques données assez basiques, hein, c'est facile d'avoir les dates de naissance de sportifs. Mais on voit bien que déjà, à partir du moment où on est dans les premiers mois de l'année, on a un avantage sur les autres, qui pourtant ont le même âge que moi, mais finalement on a quand même un an d'écart entre moi né en janvier et le copain qui est né en décembre. Donc on peut dire que globalement les joueurs qui sont de début d'année sont plutôt matures précocement, ce qui leur donne des avantages pour entrer déjà dans les structures élites, et ça dans différents types de disciplines. De ce fait, souvent, si je suis éducateur, quand je suis éducateur de club, qu'est-ce que je veux? Évidemment, je veux gagner mon tournoi. Et si je prends un exemple tout simple, hein, aujourd'hui, en moins de 6 ans, si on part à la base, sur le terrain, on joue à 6. Si j'ai 20 enfants à l'entraînement et que je peux convoquer qu'une équipe, ben, j'emmène 10 enfants. Et généralement, comme je veux gagner le tournoi, j'emmène les 10 meilleurs. Et inconsciemment ou consciemment, généralement, les 10 gamins qui sont convoqués, c'est les gamins qui sont nés de début d'année. Donc en clair, ceux qui sont de début d'année, ils s'entraînent et ils jouent, et ceux de fin d'année, ils restent chez eux. Donc en clair, d'année en année, il se crée un fossé entre les joueurs de début d'année et ceux de fin d'année. D'ailleurs, un entraîneur belge en foot avait reconnu, en tout cas noté, qu'il était convaincu que par cette problématique-là, ben, on s'occultait de 25% des talents. Donc en clair, je suis né en octobre, novembre, décembre. En clair, dans le haut niveau, je n'existe pas. Quelques données du coup, on peut dire que quelques résultats notamment parce que les précurseurs, on est en pleine Coupe du Monde, c'est le football. Et dans le football, ce qui a été noté, c'est que 75% des joueurs en centre de formation sont plutôt de début d'année. De la même manière, en Angleterre, avec des enfants qui sont uniquement déjà U8, U9, U10, quand on est U9, U10 et qu'on est de début d'année, on a 5 à 6 fois plus de chances de passer dans la catégorie supérieure. Pourtant, on débute quasiment que l'activité. De la même manière, souvent on parle de Barcelone avec Messi, avec quelques joueurs de petite taille qui font le bonheur de ce club-là. Mais malgré tout, quand on fait le point réel, on se rend compte que 22 joueurs sur 30 sortis de leur centre de formation, ce sont également essentiellement des joueurs qui sont quand même de début d'année. Pareil, toujours dans le foot, quand l'équipe de France a été championne d'Europe en U19, 63% des joueurs étaient nés dans la première moitié de l'année. Donc tous ces résultats corroborent le fait qu'effectivement, si je suis né en début d'année, j'ai plus de chances de réussir que les autres. Alors, du coup, on se dit que finalement, dans l'autre discipline, dans le rugby, qu'est-ce qu'il existe? La première chose, c'est que depuis pas mal d'années, depuis la fin des années 90, en début de saison, on sort le bouquin avec les tailles, les poids, parce que c'est un des premiers articles que j'avais écrit quand je suis rentré à l'université sur l'évolution des tailles et poids des joueurs sur les 10 dernières années. Bon, je rentrais les données, âge, etc., mais sans forcément m'y intéresser. Et quand je regarde juste sur l'année 2015-2016, c'est valable cette année, c'est valable l'année d'avant, etc. Voilà le nombre de joueurs top 14 Pro D2 confondus. Voilà le nombre de joueurs qui sont nés en janvier. Donc ici, on est à plus de 260 joueurs par rapport à ceux qui sont nés en décembre, quasiment la moitié. Voilà. Donc ça, c'est le rugby professionnel, mais qu'est-ce qui se passe vraiment en dessous encore? Donc je me suis intéressé à savoir ce qui se passait dans notre club. Et dans notre club, le haut de la pyramide chez les jeunes, c'est le centre de formation, qui est obligatoire depuis 2003. Et quand on regarde, on a à peu près une centaine de joueurs qui sont passés par le centre de formation. Et quand on regarde le nombre de joueurs qui sont nés dans les 3-4 premiers mois de l'année par rapport à ceux qui sont nés de fin d'année, on retrouve encore cette problématique.
Si on descend encore dans les étages, ben on parle de ce qu'on appelle nous la préformation, les meilleurs joueurs moins de 15, moins de 16, moins de 18. On a 45% des joueurs nés dans les 3 premiers mois. Et encore plus, on a 75% qui corroborent aux résultats qu'on retrouve dans le foot en Angleterre. 75% des joueurs sont nés dans les 6 premiers mois. Pas logique, on devrait être 50-50. Donc la première chose pour moi, ça a été déjà d'avoir une prise de conscience au niveau des coachs. C'est-à-dire que finalement, attention quand on fait des groupes, dès les plus petits, les 6 ans, les 7 ans, les 8 ans, quand on fait l'effectif, et quand je fais ma composition pour un week-end, et quand je fais mon organisation de groupe éventuellement pour l'entraînement, attention aux jeunes de fin d'année. Et je ferai juste une petite parenthèse sur ce sujet-là. Il y a 2 ans de ça, mon collègue avec la préformation, qui avait un joueur première année junior, donc U17, qui jouait pilier droit, donc forcément, vous voyez la morphologie qu'on demande à ces joueurs-là. Et il me dit, franchement, l'année prochaine, ça c'était le mois de janvier, février, il me dit, on ne va pas le conserver. Parce qu'en mêlée, c'est dur pour lui, il se fait bousculer tous les week-ends, etc., etc. Et le premier point que j'ai regardé, c'est quand c'est qu'il était né. 27 décembre. Donc, la question que j'ai posée, j'ai dit, c'est que finalement, si les parents avaient procréé 3, 4, 5 jours plus tard, il ne serait pas junior, il serait cadet. D'accord? Et je dis ce qu'on pourrait faire, bon, je sais qu'on n'a pas le droit, mais est-ce que mercredi, on pourrait le faire entraîner avec les cadets à 4 jours près, il pourrait jouer avec les autres? Il me dit non, mais c'est pas possible, parce que s'il on met avec les autres, il va les tuer. Donc du coup, ce joueur, finalement, il a été conservé, il est toujours dans le circuit et il est avec les groupes espoirs maintenant. Donc à une discussion près, il n'existait plus dans le giron de notre équipe. Donc ça, c'était cette réflexion que j'ai essayé d'amener avec les coachs, de discussion des plus jeunes aux plus petits, aux plus grands, pardon, sachant qu'il y avait un élément qui était important de statistique, c'est qu'en clair, quand tu es né en fin d'année, tu as 20 fois moins de chances de signer un contrat professionnel dans pas mal de disciplines. Donc qu'est-ce qui se passe chez nous? On a la chance, il y a quelques semaines, d'être champion avec les espoirs. C'est un article qui apparaît sur le site du groupe professionnel en disant derrière, voilà, à la suite de ça, il y a une douzaine de joueurs qui vont signer professionnels. Pour les 3 ans à venir, 12 jeunes. Donc les 12 jeunes, ils sont là, et je me suis intéressé à dire, est-ce qu'il y a une retombée des discussions qu'on a eues avec tout le staff depuis quasiment une dizaine d'années? Voilà les dates, les mois de naissance de nos jeunes. Donc j'ai l'impression qu'on avance en tout cas. En tout cas, en interne, on avance, on commence à avoir des joueurs un peu répartis sur toutes les années, en tout cas tous les mois de l'année. Alors, comment remédier à ça? Pour remédier à ça, il y a un élément, en tout cas, c'est après échange notamment avec quelques universités britanniques, ce qu'on appelle le biobanding. C'est comment travailler et estimer la taille adulte pour travailler sur la maturité physique. On est vraiment sur le caractère physique. Bon, évidemment, on aime bien nos collègues anglais, donc on a dit on va essayer de trouver un terme français, donc on appelait ça mature sport. Puisque comme je travaille avec l'omnisport, je travaille sur toutes les disciplines, on ne pouvait pas mettre mature rugby, on a mis mature sport. Donc l'estimation, l'idée c'est estimer la taille adulte avec différents types de formules, avec des choses simples, parce que l'idée c'est de dire je travaille avec les clubs autour, il faut que ça soit aussi possible dans les clubs autour, sans faire une radiographie du poignet pour savoir à quel âge a le jeune. Donc là, taille debout, taille assise, le poids, date de naissance, éventuellement quelques paramètres supplémentaires, la taille des parents, et on peut estimer la taille adulte de telle manière que, par exemple, un jeune qui fait 1 mètre actuellement, qui est estimé à 2 mètres, il est à 50% de sa taille adulte. D'accord? Donc, l'idée de biobanding, pour moi, c'est un avantage pour les jeunes qui sont en maturité tardive. Ça veut dire qu'ils jouent enfin, ça y est, ils pratiquent le rugby, parce que souvent ils sont laissés pour compte, parce qu'ils n'ont pas souvent le ballon, et quand je n'ai pas souvent le ballon, c'est difficile pour moi de continuer l'activité. Et en même temps, c'est un avantage pour les jeunes qui sont matures. C'est-à-dire que quand ils sont matures, ils ne jouent que sur la dimension physique. Moins de 6, moins de 7, moins de 8, moins de 9, on voit des enfants qui traversent le terrain. Le problème, c'est qu'ils ne jouent pas avec les autres. Et quand on regroupe les meilleurs entre eux, qu'on les retrouve dans les pôles ou dans les centres de formation, à un moment donné, il faut qu'ils trouvent d'autres paramètres. Et à 15 ans, 16 ans, 17 ans, développer des compétences techniques, c'est plus difficile que le développer à 10 ans. Donc, un exemple, voilà ce qui a été fait en Angleterre avec Sean Cumming à Bath. Donc, je vous dis, voilà, une composition d'équipe où ils sont tous autour de la même pourcentage de la taille adulte. Et donc, on les fait jouer ensemble. Ils n'ont pas forcément le même âge, mais ils ont la même maturité physique. Donc, des exemples. En Angleterre, avec Chamberlain, qui finalement était aujourd'hui, il joue à Liverpool de mémoire, était Arsenal avant,
dans une structure de deuxième division. Et dans cette logique-là, finalement, c'est une problématique physique qui fait que c'est un jeune qu'on dit bon, il ne va pas passer le cap. Et donc, il a été sous-classé. Et le fait d'être sous-classé, il s'est retrouvé avec des joueurs qui avaient la même dimension. Et il a développé des compétences techniques qui ont fait que il est le joueur qui est devenu. Donc, malheureusement, il s'est blessé, il ne peut pas faire la Coupe du Monde. Enfin, un autre élément, c'est que finalement, même pour les All Blacks qui ont été champions du monde sur la dernière Coupe, on retrouve cette même dynamique, mais avec des joueurs de décembre, et je voudrais bien en discuter après sur les questions subsidiaires. Donc, qu'est-ce qui se passe au club aujourd'hui? 2 jeunes du même âge. Voilà. Pour exemple, donc celui de gauche, il a arrêté le rugby. OK. On a eu une première approche avec le club au mois d'avril dernier. De gauche à droite, on a les joueurs à droite, qui sont au-delà de 95% de leur taille adulte. En clair, ils ont fini de grandir. Ceux du milieu, ils sont entre 95 et 90, et les autres, complètement à gauche, en dessous de 90% de leur taille adulte. Donc, cette année, on a mené une expérimentation sur 3 temps. 1, l'âge chronologique, ce qui se passe dans tous les clubs. 2, l'âge scolaire, 1er juillet au 30 juin. Donc les enfants de fin d'année avec ceux de début d'année suivante. Et enfin, en utilisant Mature Sport. Quel jeu ils pratiquent, finalement, en faisant des groupes de cette manière-là? Quelle performance? Maintenant, réponse pendant l'été, parce qu'il nous reste encore quelques mesures. Sachant qu'il y a un élément qui est important, pour conclure, c'est que tout ça, ça prend en compte que la dimension athlétique. Donc on a eu le cas où on avait des gamins qui avaient le même pourcentage, des enfants qui étaient U14 avaient des enfants qui étaient U10. Physiquement, je peux les faire jouer ensemble. Si ce n'est qu'un est en CM1 et l'autre, il est en 5e. Donc, sur le plan cognitif, en clair, ils ne peuvent pas être copains. Donc, ce n'est pas noir, ce n'est pas blanc. Je trouve qu'il faut trouver un bon équilibre. Il y a des moments où on peut utiliser ce concept. D'autres moments, il faut avoir aussi par âge chronologique. Et on espère qu'on aura des résultats qui seront intéressants sur le type d'activité rugbystique qui est lié par ces différentes logiques. Je vous remercie. Des questions ?